Bonjour et bienvenue dans notre programme L'Info de l'expert. Alors aujourd'hui, nous abordons les nouveautés du code de déontologie des commissaires aux comptes. Jean-François Cotin, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci d'être venu sur notre espace coworking pour faire le point donc sur le code de déontologie. Vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes et associé au sein du groupe Fideliance. Vous allez commenter pour nous les nouveautés introduites dans le code de déontologie des commissaires aux comptes applicables depuis le 1er juin dernier. Parmi les nouveautés, des services interdits ont été ajoutés à la liste prévue par le code de déontologie, en plus des services interdits issus du règlement européen 537-2014. En pratique, cela va-t-il, selon vous, avoir des conséquences notables sur l'organisation des missions d'audit des cabinets de commissariat aux comptes, ou bien l'ajout de ces services interdits aura-t-il généralement un impact majeur pour les missions de 2017 et puis les missions suivantes? Alors, il est important de rappeler que la finalisation de la réforme européenne de l'audit, c'est aujourd'hui. Donc c'est le 1er juin, le code de déontologie, c'est la dernière pierre qui a été apportée à un édifice qui a été initié en 2013 et même avant. Aujourd'hui, le fait qu'on arrive à avoir la liste de ces SAC, ces services annexes à la mission, précisés dans le code de déontologie, est quelque chose d'utile et d'important pour un commissaire aux comptes parce que ça permet de s'appuyer sur un texte sur ce qu'il a le droit et pas le droit de faire en plus de sa mission d'audit légal. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'avant, on avait des diligences directement liées. Donc, on avait une liste de choses qu'on avait le droit de faire. Donc, c'était un peu différent. On savait ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, on sait ce qu'on ne peut pas faire. Donc, c'est plus le texte, selon moi, qui change que l'application. Parce que finalement, entre savoir ce que l'on peut faire et savoir ce que l'on ne peut pas faire, dans les faits, on a une liste de choses qu'on a le droit de faire en plus de la mission de commissariat. Alors, ce qui va être important d'analyser, et on attend avec impatience les différentes analyses de la compagnie sur ce texte-là, c'est de savoir quelle est la variation du périmètre. Quelles sont les missions, en plus de la mission légale, qu'on peut faire aujourd'hui, puisque en fait la loi a modifié un petit peu les règles, mais dans les faits, on va avoir un certain nombre de missions qu'on pouvait faire hier et qu'on va pouvoir faire demain, et puis d'autres missions qu'on ne pouvait pas faire hier et qu'on pourra peut-être faire demain, ou l'inverse. Donc c'est vraiment la variation du périmètre. Après, pour un cabinet de commissariat aux comptes, ça ne va pas avoir de changement profond dans la mise en œuvre au quotidien. Pourquoi? Parce que les DDL qui étaient avant, donc maintenant on est dans des SAC, avant on était dans des DDL, les DDL qui étaient avant nécessitaient une analyse préalable de est-ce que je peux faire la mission que me demande mon client ou pas, et si je peux la faire, je mets en œuvre une lettre de mission complémentaire qui me permet derrière de réaliser la mission et je valide que je n'ai pas de problème par rapport à mon code de déontologie. Donc demain, on va avoir exactement le même process, c'est juste que la liste va être différente. Ce qui sera intéressant, et là où moi j'attire l'attention, en tout cas nous au niveau du cabinet on attire l'attention, c'est qu'avec un client on a une vie qui va dans le temps, et il y a un certain nombre de missions complémentaires qu'on pouvait faire hier, où il sera important, donc à partir de la rentrée, de savoir si on peut le faire demain. Est-ce que la loi empêche aujourd'hui mon cabinet de faire ou pas faire la mission? Donc nous, on a mis en œuvre un processus de dire si hier vous faisiez des DDL, demain, analysez en détail si vous pouvez le faire ou pas. Là-dessus, encore un dernier point, le code de déontologie précise quelques compléments par rapport au règlement européen, mais le règlement européen, on a déjà eu la quasi-totalité des missions interdites. Donc on sait déjà comment, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc pour moi, il n'y a pas de grande nouveauté sur cet aspect-là. C'est juste le fait d'écrire un texte. Et ça, c'est toujours un confort quand on a l'habitude de travailler avec des textes.
Parmi les nouveautés, on peut noter qu'avant d'accepter une mission d'audit auprès d'une EIP, le commissaire aux comptes doit vérifier qu'il n'a pas réalisé antérieurement des services qui l'empêchent de l'accepter. Concrètement, comment les cabinets d'audit peuvent-ils rapidement mettre en place ces procédures permettant de satisfaire cette nouvelle obligation? Alors, ce qu'il est important de rappeler, c'est que dans les services annexes, il y a eu une unification entre les EIP et les non-EIP. Donc les entreprises de toute taille ont la même liste de services interdits, ce qui est quand même beaucoup plus simple pour un commissaire aux comptes sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Après, il y a un autre point du code de déontologie qui est pour le coup très important, c'est sur l'acceptation de la mission, où là il y a une réforme qui est, je dirais, beaucoup plus profonde à mon sens que les services interdits, non pas dans le fond, mais dans la mise en œuvre. On demande aujourd'hui au commissaire aux comptes de regarder beaucoup plus en détail ce qu'il a pu faire pour un client avant d'accepter la mission. Donc ça, c'est quand on rentre sur un dossier, quand on commence à travailler avec un client. Et là, le législateur a voulu être plus sévère sur ce qui s'était passé avant. Et pour le coup, pour les cabinets, ça va avoir un impact sur plusieurs aspects. D'abord sur l'aspect base de données. Parce qu'en fait, on a souvent des cabinets qui font de l'audit et de l'expertise. Et parfois, on a une base de données audit, une base de données expertise. Quelle que soit la taille du cabinet. Alors des fois, on a une seule et même base de données. Mais ce qui sera important, c'est la qualité de cette base de données pour que, au moment où telle entreprise me propose d'essayer de pitcher pour devenir son commissaire aux comptes, moi je suis à même de dire, est-ce que au niveau de mon cabinet, j'ai déjà travaillé pour eux? Si oui, dans quelles conditions? Donc il faudra une base de données qui soit suffisamment bien renseignée pour que je puisse aller chercher l'information par le passé, à la fois sur la partie audit, mais aussi sur la partie expertise comptable et conseil. Sachant que c'est valable à la fois pour le cabinet, mais aussi pour le réseau auquel il appartient. Donc là, les réseaux d'audit internationaux ont du travail pour qu'il y ait une analyse qui soit facile sur l'ensemble des pays qui sont concernés par le réseau. Et encore une fois là-dessus, la procédure d'acceptation, du coup, elle devient plus lourde parce qu'il est nécessaire pour le commissaire aux comptes de s'assurer que tous les membres de son réseau n'ont pas travaillé avec le client. Sachant qu'on parle d'un client, mais quand on rentre sur un groupe, il faut déjà avoir son périmètre, savoir toutes les filiales qu'il a et savoir si, par exemple, le cabinet anglais a déjà travaillé avec une filiale. Donc pour ça, il faut avoir le nom de la filiale. Il faut avoir une base de données qui soit capable facilement de dire quelles sont les entités dans le groupe. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Donc là, pour moi, il y a un peu de travail d'organisation de données. Le code de déontologie modifié prévoit par ailleurs une analyse des risques de perte d'indépendance spécifiques en cas de fusion ou d'acquisition réalisée ou subie par l'entité dont les comptes sont certifiés. Là aussi, quels seront ou quels sont d'ores et déjà les impacts pratiques de cette nouveauté du code de déontologie des commissaires aux comptes en termes d'organisation des cabinets ou des missions d'audit? Alors l'impact pratique, il est simple. L'entreprise, elle vit, elle fait des rachats, elle se fait racheter, elle grossit, elle rapetisse. Et le commissaire aux comptes, il est avec son client au fur et à mesure. Et ce qui change, c'est que quand il y a des fusions et des acquisitions maintenant, on demande de revenir à cette analyse de l'indépendance et de voir est-ce que l'indépendance est modifiée ou non. Et cette phase-là qui hier était plutôt au début de l'acceptation du mandat, aujourd'hui elle peut arriver aussi pendant la vie de l'entreprise. Donc au moment où on réalise la mission d'audit légal annuel ou trimestriel, il va falloir se pencher sur le périmètre du groupe ou de l'entité, de voir si ce périmètre a évolué, et si ce périmètre a évolué, préparer et prévoir dans
les documents de travail de cette analyse de périmètre. Est-ce qu'il y a un impact sur mon indépendance ou pas? Est-ce que l'acquisition que je fais en Irlande peut mettre en cause mon indépendance parce que le cabinet comptable irlandais s'avère être un membre de mon réseau ou pas? Donc là, il y a à prévoir dans les programmes de travail des équipes une analyse spécifique. Le point qu'il faut aussi noter là-dessus, et ça c'est un changement qui pour moi a un vrai impact sur le quotidien de tous les cabinets, c'est que désormais l'analyse de l'indépendance, elle se fait non plus que pour l'associé en charge et le cabinet, elle se fait aussi sur les équipes. Donc il faut bien prévoir au niveau des équipes qui acceptent la mission, si eux aussi peuvent avoir un problème d'indépendance par rapport aux clients. Et ça va vraiment avoir un impact significatif parce que ça veut dire qu'il faut que dans l'organisation de la mission, au moment où je choisis mon équipe pour intervenir, il faut que je regarde est-ce qu'eux aussi sont indépendants comme moi j'ai dû le faire avant. Donc ça c'est quelque chose qui existait hier mais de façon soit informelle, mais en tout cas ce n'était pas inscrit dans le code de déontologie. Aujourd'hui, c'est inscrit et obligatoire, donc il y a encore un petit peu d'administratif à prévoir pour m'assurer que je suis indépendant et tous les gens qui travaillent sur le dossier aussi. Pour finir notre échange, un dernier point est abordé dans le code concernant les sollicitations et les cadeaux. Qu'en pensez-vous ? Alors c'est important de rappeler des règles qui ne sont que la conséquence logique de l'indépendance. Un commissaire aux comptes ne peut pas recevoir de cadeaux significatifs de la part de son client parce que ça pourrait mettre en cause son indépendance. Après, c'est qu'une formalisation de ce qui était pratiqué depuis un certain temps. On attend avec impatience le décret qui va fixer le montant minimal. Je pense que c'est un point de vigilance, mais ça n'apporte pas de nouveauté quant à la pratique, parce qu'on est bien conscient que recevoir un cadeau peut mettre en cause l'indépendance d'un commissaire aux comptes. Mais merci d'avoir fait ce petit tour d'horizon sur les nouveautés du code de déontologie des commissaires aux comptes. De rien. Comme vous le voyez, en fait, le code de déontologie, c'est vraiment l'évolution axée sur l'indépendance. Alors ça amène un peu plus de lourdeur administrative. On est toujours inquiet quand il y a plus de lourdeur administrative parce qu'on se concentre moins sur ce qu'on a à faire. Mais je trouve que ça a quand même une grande vertu, c'est d'apprendre au cabinet ce qu'il faisait déjà, mais d'apprendre à le formaliser et surtout de sensibiliser par la formation les équipes pour que tous les gens qui travaillent sur la partie commissariat aux comptes soient sensibles au fait qu'il faut être indépendant pour bien analyser. Merci, à bientôt. Merci à vous.